17h30, on est en navigation pour El Hierro. On a quitté Gran Canaria hier après-midi. On vient de se faire un très beau lever de soleil. Et on devrait arriver en milieu d'après-midi à El Hierro où on va continuer le programme de plongée. Et voilà, c'est très chouette. Sur tribord, on a la Gomera. Derrière nous, on a Tenerife. C'est super sympa de découvrir bientôt une nouvelle île. C'est l'autre voile qu'on a sur un roller qui est des petites voiles. On enlève les génois et on met que ça. Ouais. C'est une toute petite voile. Incroyable. Incroyable. C'est le prince de l'air devant. Encore du mou. Maintenant, il faut rapprocher en fait. Donc nous voici à El Hierro, la dernière étape de l'expédition du Wai aux îles Canaries. Au cours de toutes les plongées de l'expédition, mon rôle à bord du Wai a été d'identifier les coraux noirs que les plongeurs ont pu ramener à la surface. Pour comprendre et identifier le corail noir, il est important de plonger, de l'observer dans son milieu, de comprendre comment il grandit, comment il se structure. Au cours de différentes plongées, nous avons rencontré des coraux noirs à peu près à chaque fois que nous avons mis la tête sous l'eau. Ce qui est vraiment remarquable puisque ça traduit vraiment une grande diversité, une grande abondance de coraux noirs ici aux îles Canaries. À côté de ça, nous avons pu collecter un grand nombre d'échantillons, ce qui va vraiment permettre d'apporter beaucoup de données pour l'analyse génétique que nous allons effectuer. Alors l'analyse génétique, elle va permettre de comprendre quelle est la connectivité entre les différentes populations ici aux îles Canaries. La connectivité, c'est le lien qui existe entre deux populations géographiquement séparées. Pour des populations fixes comme le corail noir, eh bien cela se fait par l'intermédiaire des larves qui vont voyager au gré des courants marins pour pouvoir aller se fixer dans un autre endroit. La connectivité est le lien indispensable pour maximiser le patrimoine génétique d'une population. Pourquoi il est important de maximiser le patrimoine génétique? Parce que ça rend les populations plus résilientes face à un changement environnemental. Ça peut être une augmentation de température, ça peut être une pollution, ça peut être l'arrivée d'une espèce invasive qui va commencer à décimer du corail noir, comme c'est le cas déjà sur certains sites à Lanzarote. Le fait d'avoir des larves qui arrivent continuellement dans une population qui fait face comme ça à des menaces, ça permet d'avoir un turnover entre les colonies. Donc on va avoir comme ça des nouvelles colonies qui vont être apportées par l'intermédiaire des larves et d'assurer le maintien global de la population. Si on vient couper ce flux, eh bien la population se trouve isolée et par conséquent, dans le temps, elle peut être fragilisée et plus susceptible de moins bien réagir aux maladies, aux changements, etc. Il faut savoir que la plupart du temps, ce sont des forêts qui sont centenaires, voire millénaires. Et donc l'éradication d'une population va être quasiment irréversible puisque ça prend énormément de temps à former une forêt d'une telle ampleur. Alors il y a trois hypothèses possibles. Soit toutes les populations de corail noir des Canaries sont connectées entre elles, aussi bien celles de l'extrême ouest jusqu'à celles de l'extrême est, ce qui veut dire que les larves ont un grand pouvoir de distribution. Soit on a des populations qui sont totalement isolées au niveau des îles, et donc il n'y a pas de communication larvaire entre elles, ou soit nous avons une connectivité qui se passe par ce qu'on appelle un tremplin. C'est-à-dire que la population la plus à l'est, par exemple, va être connectée avec celle qui est la plus proche d'elle. Cette dernière va également être connectée avec celle qui est la plus proche d'elle, et ainsi de suite jusqu'à l'extrême ouest. Ce qui veut dire que si on vient briser cette chaîne de connexion entre populations, on isole deux parties
différentes. Les résultats de la génétique nous permettront d'appuyer des initiatives de conservation locale, mais aussi régionales, en faisant comprendre qu'il est nécessaire de protéger non seulement des forêts locales, mais également toutes les forêts qui se trouvent autour, afin de maintenir des populations viables et saines dans le temps. Pour nous les scientifiques, le travail ne fait que commencer puisque nous avons prélevé tous ces échantillons extrêmement précieux. Maintenant, il s'agit de s'en occuper au laboratoire et de les étudier, ce qui va prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on espère comme ça arriver à amener notre pierre à l'édifice pour pouvoir protéger ces forêts marines exceptionnelles. Et je pense que dans le parcours d'un scientifique et d'un plongeur, voir des choses telles qu'on les a vues durant cette mission, ça reste assez incroyable et exceptionnel. On ne soupçonne pas en fait la beauté qui se trouve juste sous nos pieds, parce que là, on parle de forêt qui se trouve mais vraiment en face de la côte. Cela nous prouve une fois de plus que nous sommes bien loin de connaître la diversité et la beauté des organismes qui peuplent nos océans, encore plus à des profondeurs accessibles pour l'homme. va faire une plongée plus profonde que d'habitude aujourd'hui. On envisage d'aller à 200 mètres. Il y a des images ROV qui ont été faites il y a quelques années à travers l'archipel qui montrent en fait des grands champs de coraux noirs en profondeur, bien au-delà en fait de 100, 200, 300 mètres. On sent le potentiel, on a plongé là à 140 mètres, il y avait des marnières parcellaires, des forêts de Stygopates. Donc ça c'est quelque chose qui nous intrigue d'aller voir un petit peu plus loin sur le site où on a déjà plongé. Et c'est bien parce que ça nous sort de notre zone de confort entre guillemets. Il faut vraiment mettre des guillemets, mais ça nous sort d'une routine qui est une routine engagée, il ne faut jamais l'oublier. Mais ça nous en sort clairement. Parce qu'en fait là on met un pied dans l'inconnu, c'est-à-dire que on n'a jamais été si profond.
Donc forcément ça amène des questions. Même si en SWAT, techniquement, c'est pas très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais c'est plus profond. Donc tous les risques sont augmentés en fait. Et ça oblige à être encore plus rigoureux, encore plus vigilant. Voilà. Et ça je trouve ça intéressant parce que ça nous secoue un peu. 200 mètres, c'est un peu l'apogée raisonnable, on va dire, de la plongée tech, quoi. Donc, c'est une plongée qui est potentiellement stressante, enfin moi qui me fait un peu stresser, mais c'est plus, il faut pas se rater sur les temps, quoi. Parce qu'en fait, toute la partie où on est en dessous des 120, 100 mètres même, on commence à saturer, et on sature très vite. Donc on est vraiment à 10 secondes près, quoi. Comment je me sens? Il y a toujours cette appréhension, il y a une petite boule de stress qui est normale, je pense, qui est important et qui aide à se concentrer. Moi, ce qui m'anime, c'est d'aller voir ce qu'il y a au-delà de 150 mètres, à 180 et plus. Parce que potentiellement, il y a une quatrième espèce de corail noir qu'on n'a pas prélevé. Donc, voir ce qu'il y a, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une démonstration technique, c'est-à-dire de se prouver aussi que techniquement tout fonctionne, que tout est rodé, que c'est intéressant pour la suite des missions futures sur Deep Life, de pouvoir expérimenter ce genre de plongée. Ça prouve que s'il y a des intérêts scientifiques derrière, on serait capable d'aller dans ces profondeurs-là plus tard, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Dès qu'il est à l'eau, moi je reviens. Pareil, je mets pareil. 2, 3. Ça c'est les mêmes? Ok, C'est le fond. La meilleure étanche sur la famille. Ouais. Voilà. Alors la descente, elle doit être rapide. On descend environ 30 mètres par minute, de manière à limiter notre saturation et donc derrière la longue décompression qui nous attend. À la descente, on voit les coraux noirs défiler devant nous. Puis à un moment donné, les chiffres s'égrènent sur notre profondimètre. 180, 190. Après précisément 8 minutes de plongée, on atteint la profondeur maximum de 203 mètres. On arrête nos propulseurs, on se regarde. On regarde autour de nous. Un œil rapide vers la surface. On distingue vaguement une lueur vers le haut. On est littéralement sur une autre planète. Et puis, on attaque la remontée. Et au passage, on prélève de manière régulière des échantillons de coraux noirs. Arrivé à 150 mètres, 140 mètres, on commence à ralentir un petit peu. Et dans la zone des 110, 120 mètres, on ralentit franchement et on attaque finalement notre décompression dans la zone des 110 mètres. Derrière, c'est à vous les gars pour la sécu. Derrière. Je crois que j'ai laissé courir. En fait, les minutes, elles ne s'écoutent pas pareil. À cette belle mission aux Canaries, on aura passé tous ensemble.
Après la vous voulez expérimenter Bonsoir Alexis. Alors voilà, ça y est, c'est la fin de la mission Deep Life aux Canaries. On navigue actuellement pour Tenerife depuis El Hierro. Et dans quelques jours, on prend l'avion après un gros rangement du Wai. Alors il y a une petite équipe qui va arriver dans 3 jours pour traverser l'Atlantique avec le Wai jusqu'en Guadeloupe, où on le rejoindra en mars pour la prochaine mission du programme Deep Life. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis à travers ce web documentaire aux Canaries et on vous dit à très bientôt. À bientôt, hasta luego.